Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webcafé du mois de novembre qui traite d'un sujet pas forcément joyeux, mais qui est quand même important. Donc on va profiter un petit peu de la période calme en termes d'actualité législative, vu que nos parlementaires sont en train d'élaborer la prochaine loi de finances qu'on vous présentera en janvier. Donc on va en profiter pour parler du divorce et des conséquences fiscales du divorce, puisque c'est quand même un sujet qui touche près d'un mariage sur deux. Donc on parle jamais souvent et il faut aussi savoir le traiter. Alors bien sûr, il y a des impacts émotionnels, familiaux, juridiques, financiers, mais nous, on va se cantonner à parler des conséquences fiscales, puisque on doit le traiter en tant qu'expert comptable aussi. Et donc, il faut aussi savoir se poser enfin, savoir répondre à différentes questions, telles que quand est-ce que le foyer fiscal disparaît, enfin, quelles sont les obligations déclaratives l'année du divorce, comment on répartit les revenus sur les deux déclarations, euh, les règles en termes de quotient familial, euh, les incidences sur le prélèvement à la source, sur l'IFI, sur les sommes qui sont admises en déduction du revenu global, etc. Donc ça concerne beaucoup l'impôt sur le revenu. Donc ça va être notre première partie, les conséquences sur l'impôt sur le revenu. Et dans la deuxième partie, on traitera des autres conséquences diverses, toujours fiscales, du divorce. Ok, alors, première question assez simple, à partir de quel moment le foyer fiscal disparaît-il? Alors, il disparaît au cours de l'année à laquelle les époux divorcent, tout simplement. Donc, le principe, c'est que le législateur, à partir du moment où il y a un couple qui est marié, il y a une imposition par foyer fiscal qui se fait. Et il existe trois cas limitativement énumérés qui permettent d'avoir une déclaration séparée. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivent pas ensemble, et dès que ces deux conditions cumulatives sont remplies, ben, à ce moment-là, les couples continuent à faire des déclarations séparées. Et là, s'il y a un divorce, il n'y a pas d'impact en termes d'impôt sur le revenu. Ou lorsqu'ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux ont été autorisés à résider séparément. Et donc, cette autorisation emporte impérativement des déclarations distinctes, y compris si les époux en instance de divorce continuent à vivre ensemble. Donc là, déclaration chacun pour les ex-conjoints. Enfin, il y a un dernier cas, donc ça c'est plutôt voilà pour la culture. Donc, lorsqu'il y a un des époux qui a abandonné le domicile conjugal et qu'ils disposent chacun, l'un et l'autre, de revenus distincts, à ce moment-là, il y a des déclarations séparées. Donc, voilà. Ah, donc, pour répondre à la question, à partir de quel moment le foyer fiscal disparaît-il? Ben, l'année au cours de laquelle les époux divorcent. On fait deux impositions qui sont établies pour chacun des ex-conjoints. Voilà. Mais il peut y avoir des cas où le foyer fiscal n'existe pas, notamment pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens et qui ne vivent pas ensemble, ou ceux qui sont en instance de séparation de corps ou de divorce, et les époux ont été autorisés à résider séparément. Autre question, donc, après, c'est voilà, quelles sont les obligations déclaratives l'année du divorce ou de la séparation? Eh ben, depuis l'impôt sur le revenu de 2011, les époux sont soumis chacun à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils divorcent. Alors, pour ceux qui sont plus âgés, hein, comme moi par exemple, on a connu par exemple jusqu'en 2010 le régime où il y avait trois déclarations d'impôt sur le revenu à faire. Une qui allait pour la déclaration commune jusqu'à la date du divorce, et puis deux déclarations distinctes pour les époux une fois qu'ils étaient divorcés. Donc il y avait trois déclarations à faire. Ce n'est plus le cas. C'est deux déclarations communes, quelle que soit la date de divorce dans l'année. On démarre au 1er janvier de l'année de divorce avec tous les revenus de l'année à intégrer dans sa déclaration personnelle. Alors, il y a une petite particularité, une petite subtilité à connaître, c'est que contrairement au principe classique d'appréciation de la condition de vivre seul au 1er janvier de l'année d'imposition, celle-ci s'apprécie impérativement au 31 décembre, l'année de la séparation du divorce. Donc, il faut être divorcé ou séparé avec une autorisation à la date du 31 décembre pour pouvoir établir une déclaration séparée.
Alors maintenant enfin bon, ça c'est pas une nouveauté, je pense que tout le monde le sait, il faut faire une déclaration séparée. Par contre, comment répartir les revenus sur les 2 déclarations? Alors chaque contribuable est imposé sur les revenus personnels et sur la quote-part des revenus communs qui lui revient. Hem, Ça peut être un peu plus compliqué en pratique quand, par exemple, on a des revenus fonciers, pour un bien qui a été acquis en indivision, par exemple. Hem, parce qu'il n'existe pas de modèle de déclaration pour les indivisions. Donc normalement, quand on a des revenus fonciers, on sait qu'il faut remplir une déclaration de revenus fonciers, c'est la numéro 2044, et il n'existe pas une 2044 spécifique pour, les indivisions. Donc le conseil, c'est plutôt que, les ex-conjoints, doivent établir une déclaration de 2044 comme s'ils étaient, imposés, de manière commune, et puis en fin de compte, ils vont, la diviser en fonction de leur quote-part d'indivision, pour, faire une déclaration 2044 personnelle qu'ils vont intégrer sur leur déclaration d'impôt sur le revenu personnel, propre. Voilà. Voilà donc, pour, la répartition, des revenus sur, la déclaration. Donc il y a pas de problème quand c'est des revenus propres, mais dès qu'il y a des revenus en commun, c'est, différent. Ensuite, toujours dans le même esprit, que se passe-t-il si les ex-époux ont des déficits en report ou des charges déductibles? Il peut y avoir eu des reports de dons, il peut y avoir, des défiscalisations, voilà, comment ça se passe? Alors, chaque époux partenaire, ancien époux ou ancien partenaire peut déduire de son revenu imposable les déficits portant sur ses revenus et sur la quote-part des revenus communs qui lui revient. Donc, les déficits globaux constatés au titre des années antérieures sont répartis par moitié entre les 2 époux. Et en cas de déficit catégoriel, quant à eux, ils sont reportables par moitié entre les 2 époux, ou partenaires, sauf à justifier d'une quote-part différente ou à démontrer que ces déficits sont exclusivement issus de la gestion de leurs biens propres, d'une entreprise ou d'une activité personnelle. Par exemple, si j'ai acheté, un bien que je loue, personnellement et un bien qui n'est pas considéré comme, un bien commun dans le mariage, à ce moment-là, ça rentrera sur ma déclaration, d'impôt sur le revenu, et s'il y avait des déficits, à reporter ou à imputer, ils seront faits sur la déclaration propre. Par contre, si c'était un bien acquis, pendant le mariage, et qui fait partie de la communauté de mariage, et ben, à ce moment-là, il faudra, voir, si c'est 50-50, si c'est une autre répartition à appliquer ou pas, voilà. Alors, il en va de même pour la répartition des charges déductibles. Chaque ancien époux peut déduire de son revenu global les charges qu'il a effectivement supportées et la moitié des dépenses supportées en commun, sauf à justifier d'une quote-part différente qu'il conviendra de prouver par tout moyen. Et donc les plafonds de charges déductibles s'apprécient pour chacun des ex-époux. Alors ensuite, on a, quand on s'attaque à une déclaration, au moment d'une année de divorce, il y a aussi la grande question, du quotient familial, de chaque ex-époux. Donc ça, c'est quand il y a des enfants. Le principe, tout le monde le connaît encore, c'est que, on rajoute la demi-part ou la part supplémentaire, auprès du parent qui, a la charge effective, de l'enfant. Donc, c'est, le critère de la charge effective d'entretien et d'éducation. La loi institue un lien entre la charge d'entretien et d'éducation et la résidence de l'enfant, hein. Donc la majoration de quotient familial est en principe attribuée en fonction du lieu de résidence principal de l'enfant. Toutefois, ce lien ne constitue qu'une présomption simple, le contribuable pouvant la renverser en démontrant qu'il assure la charge d'entretien de l'enfant à titre exclusif ou principal, donc pour revendiquer, la demi-part ou la part de l'enfant qui pourrait, qui pourrait, déclarer sur sa déclaration, d'impôt sur le revenu propre. Alors quand on parle d'enfants, donc on parle là des enfants mineurs, hein, qui sont à charge. Donc comme, là je viens de le préciser, l'enfant mineur est considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il a sa résidence principale. Jusque-là, il y a pas de problème, sauf s'il y a un désaccord, entre les parents, et donc à ce moment-là, le juge désigne en principe le lieu où les enfants ont leur résidence principale. Mais lorsque la résidence habituelle des enfants n'a pas été fixée par le juge, c'est aux parents qu'il appartient de désigner, d'un commun accord, lors de la déclaration de revenus, le lieu de la résidence principale des enfants et celui d'entre eux qui doit bénéficier de la majoration du quotient familial. Donc je rappelle, c'est une demi-part, jusqu'au 2e enfant, puis, une part à partir du 3e enfant du mariage.
Et donc, en cas de désaccord, l'administration fiscale précise que la majoration sera attribuée aux parents qui a les revenus les plus élevés, car c'est lui qui, conformément aux dispositions des articles 205 à 211 du Code civil, est tenu de contribuer de manière prépondérante à l'entretien des enfants. Euh, voilà. Donc, dans ces conditions, ce parent bénéficie d'une majoration du quotient familial pour personne à charge. Et bien sûr, l'autre parent pourra déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Donc, un possède à la garde de l'enfant mineur, il rajoute sa quote-part euh, de quotient familial en plus, et l'autre parent bénéficie de la pension alimentaire. Et voilà. Enfin, l'autre parent verse la pension alimentaire et donc l'autre peut la déduire. Ensuite, en cas de garde alternée, alors lorsque l'enfant réside alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents, ceux-ci sont présumés participer de manière égale à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Donc dans ces conditions, la majoration de quotient familial est partagée de manière égale entre les parents. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est si on avait une demi-part pour un enfant de quotient familial en plus, eh ben, ça sera un quart rajouté. Toutefois, les parents peuvent faire valoir que la résidence alternée de l'enfant ne reflète pas la réalité de la répartition de la charge. Et dans ce cas-là, ils peuvent, alors dans la décision judiciaire ou dans tout autre accord, à condition qu'il soit co-signé par les deux parents, préciser lequel d'entre eux supporte effectivement la charge d'entretien de l'enfant à titre principal. Et pour la détermination de la résidence de l'enfant, il convient en principe de s'attacher aux circonstances de fait permettant de dégager un faisceau d'indices concordants pour apprécier si la résidence de l'enfant se situe à titre principal au domicile de l'un ou de l'autre des parents, ou alternativement au domicile de l'un et de l'autre. Selon l'administration fiscale, les critères suivants peuvent être utilement examinés. Donc, il faut voir le temps passé par l'enfant au domicile de chacun de ses parents, les modalités d'attribution des prestations sociales, le lieu de réception des documents administratifs intéressant l'enfant, par exemple ses bulletins scolaires, la distance entre l'établissement scolaire ou de garde fréquenté et le domicile respectif de chaque parent, etc. Et donc, une fois qu'on a déterminé le, où l'enfant se situe en réalité, donc la majoration de quotient familial est alors attribuée intégralement aux parents concernés. Voilà, donc ça, c'est quand il y a un désaccord en termes et qu'il y avait une garde alternée qui a été mentionnée. Donc, s'il n'y a pas de problème, c'est un partage de ce coefficient-là. Et bien sûr, à ce moment-là, il n'y a pas de pension alimentaire de l'un vers l'autre. Et donc, il n'y a pas de déduction de pension alimentaire lorsqu'elle est versée par l'un des parents au profit de l'autre qui assume la garde de l'enfant. Dernier point, c'est le rattachement d'un enfant majeur. Alors, les enfants majeurs ne peuvent être considérés à charge que d'un seul des parents pour la détermination du quotient familial. Donc, il n'y a pas de partage de l'avantage de quotient familial entre les deux ex-conjoints, et ce, même si l'enfant majeur réside de façon alternée chez l'un ou chez l'autre. Donc ça, c'est une petite subtilité aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, quand il s'agit d'un enfant majeur, on ne peut pas bénéficier, enfin profiter ou partager la part de quotient familial de cet enfant. Il est obligatoirement rattaché à un parent, même si il réside de façon alternée chez l'un ou chez l'autre. Et donc l'enfant majeur ne peut donc demander son rattachement qu'à un seul de ses parents, et notant que l'autre parent peut toutefois déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de cet enfant, dans la limite de 6 674 € au titre de l'impôt sur le revenu de 2023. Ensuite, il y a d'autres incidences. Il y a aussi le taux du prélèvement à la source ou du montant de l'acompte d'impôt sur le revenu qui va évoluer. Et donc, le changement de situation doit être déclaré dans un délai de 60 jours à l'administration fiscale. Cette déclaration implique donc pour chaque ex-conjoint de déclarer sous sa responsabilité ses revenus respectifs propres, estimés pour l'année en cours, de façon à ce qu'il y ait une actualisation du prélèvement, le cas échéant, du montant de l'acompte qui en découle, et qui sont calculés automatiquement par l'administration fiscale sur la base de la déclaration du contribuable. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on ne pense pas à faire parce qu'on pense toujours au déclaratif et que le prélèvement à la source n'est pas si vieux que ça, et donc il faut aussi penser à prévenir l'administration fiscale dans les 60 jours qu'il va y avoir un changement au niveau du PAS. Et puis d'ailleurs, il y a le changement de situation qui peut également conduire à un changement de l'assiette de l'acompte. Donc en fait, il y a tout qui peut changer. Par exemple, si vous avez un des membres du foyer fiscal qui a des revenus fonciers positifs
et l'autre, par exemple, qui a un déficit foncier, eh ben, d'un côté, il y a celui qui a un revenu foncier positif qui va avoir une modification de son acompte du prélèvement à la source. Donc l'assiette de l'acompte du couple soumis à l'imposition commune est constituée de la somme de ses revenus et des déficits, alors que l'assiette de chaque membre du couple imposé séparément est calculée sans tenir compte du revenu ou du déficit de l'autre. Et donc le montant des revenus estimés pour l'année en cours tient notamment compte des pensions alimentaires éventuellement versées. L'impôt correspondant est également calculé en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun des ex-conjoints, notamment en fonction des modalités d'attribution de la garde effective des enfants, le cas échéant de façon alternée. Donc tout ça, toutes ces modifications qui sont issues du divorce vont avoir un impact non pas que seulement sur les revenus, non seulement sur les revenus, mais aussi sur le taux du prélèvement à la source ou de l'acompte sur l'impôt sur le revenu. Il faut y penser. Ensuite, quelles sont les sommes versées dans le cadre d'un divorce qui sont admises en déduction du revenu global? Donc là, on va parler de la déduction de la pension alimentaire, des prestations compensatoires. Donc si vous êtes divorcé ou en instance de divorce, on peut déduire la pension alimentaire versée à son ex-mari ou à son ex-femme si les conditions suivantes sont remplies. Donc il faut être séparé, divorcé ou en instance de séparation ou de divorce. Il faut faire l'objet d'une imposition séparée. Et donc les pensions doivent être versées en vertu d'une décision de justice ou d'une convention de divorce par consentement mutuel. Et les pensions doivent avoir un caractère alimentaire pour la nourriture, le logement, etc. Et les sommes versées à titre de dommages et intérêts et celles versées à la suite d'un accord à l'amiable qui ne seraient pas validées par un juge ne peuvent quant à elles pas être déduites. Si vous versez une prestation compensatoire à votre ex-épouse à la suite d'un divorce, par exemple, ça peut être l'inverse, vous pouvez la déduire de vos revenus si la prestation compensatoire est versée sous forme de rente sur une période supérieure à 12 mois. Mais on peut bénéficier d'une réduction d'impôt si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital ou en une fois, ou étalée sur au moins 12 mois, enfin maximum 12 mois, afin d'inciter au règlement rapide des effets pécuniaires du divorce. La réduction d'impôt est de 25% du montant fixé par le juge dans la limite de 30 500 conformément aux dispositions de l'article 199 octo des du Code général des impôts. Alors ça a été fait pour inciter les époux, enfin les ex-époux, à se régler rapidement les prestations compensatoires, puisque les effets d'un divorce, il n'y a pas que il y a des effets sur les aspects financiers et donc de perte de revenus. Et donc pour compenser ça le plus rapidement possible, il y a une incitation grâce à cette réduction d'impôt de 25%. Ensuite, la déduction des pensions alimentaires versées aux enfants mineurs. Donc, suite à une séparation ou un divorce, vous pouvez bien sûr déduire la pension versée à vos enfants mineurs dont vous n'avez pas la garde. Avec ou en l'absence de jugement, la pension peut être déduite dans son intégralité. Aucune pension alimentaire n'est déductible en cas de garde alternée, je le rappelle, car vous bénéficiez d'une majoration du nombre de parts du quotient familial. Voilà, le principe de la garde alternée, c'est qu'il n'y a pas de pension alimentaire à verser auprès de l'autre ex-conjoint, et du coup, il n'y a pas de pension alimentaire à déduire au niveau de l'impôt sur le revenu, ce qui est logique. Ensuite, il y a une notion à connaître aussi, c'est la notion de solidarité des époux divorcés en matière d'impôt sur le revenu. Donc, cette solidarité fiscale s'applique pendant l'instance de divorce, après divorce et en cas de rupture de la vie commune, puisque les personnes mariées, même après leur séparation, restent solidaires des dettes fiscales nées durant leur vie conjugale, et notamment des sommes à payer au titre de leur imposition commune. Alors, depuis 2008, chacun des époux dont la responsabilité est mise en jeu peut s'adresser à l'administration en lui établissant une demande de décharge de son obligation légale de paiement. Et l'octroi de la décharge de responsabilité solidaire est subordonné à la réalisation de 3 conditions cumulatives, c'est-à-dire une rupture de la vie commune, une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur à la date de la demande, et un comportement fiscal particulier, donc respect par le demandeur des obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune, et absence de manœuvres frauduleuses. Après, il y a encore d'autres possibilités. Si la décharge de responsabilité solidaire lui a été accordée, il peut également présenter une demande de remise gracieuse de la fraction des impositions restant à sa charge. En cas de rejet de la demande de décharge de responsabilité solidaire, chacun des époux en situation de gêne ou d'indigence peut également présenter une demande de remise gracieuse de la totalité des impositions, en application de l'article L247 du livre des procédures fiscales. Et bien sûr, l'époux qui fait l'objet d'une imposition distincte en application
de l'article 6 du Code général des impôts n'est pas solidairement tenu au paiement de l'impôt sur le revenu afférent au revenu de son conjoint. Donc là, c'est ce que je vous disais tout au début. Ce sont ceux qui avaient déjà un foyer fiscal qui était séparé, soit parce qu'ils avaient un régime de séparation de biens et qu'ils vivaient séparément. Donc il n'y a pas non plus de solidarité entre les époux ou les partenaires pour l'année du divorce ou la séparation, puisque les deux ex-conjoints font l'objet d'une imposition séparée pour l'ensemble de l'année. Donc ça concerne les impôts qui étaient dus lorsque le mariage existait encore. Voilà, donc on va terminer par la deuxième partie avec les autres conséquences fiscales du divorce. Conséquences sur l'IFI, parce qu'il peut y avoir aussi de l'IFI dans un mariage. Conformément à la règle qui s'appliquait en matière de solidarité sur la fortune, l'imposition commune des époux à l'IFI cesse à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle les époux ont été autorisés par le juge à avoir des résidences séparées, soit en pratique à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue l'ordonnance de non-conciliation ou le divorce lui-même. Donc, je divorce en 2024, je suis imposé à l'IFI de manière commune en 2024, mais à partir de 2025, c'est fini. Ça sera selon les biens propres de chacun des ex-conjoints. Il y a aussi la possibilité d'avoir une décharge gracieuse de solidarité au titre de l'article 247 du livre de procédure fiscale. Donc, quel que soit le régime matrimonial, il y a la solidarité des époux pour le paiement de l'IFI. Et cette solidarité cesse à partir du moment où les époux font l'objet d'une imposition séparée, ce qui est logique, hein. Donc par exemple, les époux qui ont obtenu du juge l'autorisation d'avoir des résidences séparées à partir du 1er août 2023, par exemple, cessent d'être solidairement tenus au paiement de l'IFI dû à compter de l'année 2024. Chaque époux déclare son propre patrimoine au 1er janvier 2024 et est seul redevable de l'IFI correspondant. La solidarité demeure pour l'impôt dû au titre des années antérieures. Voilà, donc c'est comme le régime de l'impôt sur le revenu. Voilà, ça c'était les conséquences sur l'IFI. Ensuite, on a d'autres conséquences fiscales du divorce. Comment est fiscalisée la dissolution de la communauté conjugale? Donc là, il y a aussi le droit du partage. Donc ça touche moins les experts comptables, puisque c'est pas l'expert comptable qui traite cette partie-là. C'est plutôt au sein du notaire, par exemple. Donc, lors du partage du patrimoine entre les époux, un droit de partage des biens communs ou indivis est dû entre les époux. Lors d'un divorce à l'amiable, cette taxe est due au moment de la répartition des biens, qu'il s'agisse de biens immobiliers, de comptes bancaires ou d'autres actifs en commun. Alors, initialement, le droit au taux normal, il est à 2,5%. Le montant du droit de partage est fixé à 1,80 sur la valeur nette des biens partagés, après déduction des dettes communes, et sera réduit à 1,10 à partir de 2025. Donc on déduit, on allège cet acte. Le gouvernement cherche à faciliter le processus de divorce, notamment en réduisant les frais liés à la liquidation du régime matrimonial, qui permet ainsi aux ex-conjoints de repartir sur des meilleures bases financières. C'est pour ça que ce taux est en diminution. Donc cette taxe est calculée sur la base de la valeur du bien au moment du partage et son paiement est généralement réparti entre les deux époux, sauf accord contraire. Et le droit de partage s'applique uniquement lorsque le partage des biens est formalisé dans l'acte notarié ou la convention du divorce, et il doit être réglé en même temps que les autres frais liés à la procédure de divorce. Voilà, donc que ce soit un divorce à l'amiable ou un divorce contentieux, on a un droit de partage qui est souvent dû dans le divorce contentieux suite à une décision judiciaire pour trancher les différends. Alors il ne faut pas non plus négliger l'impact du régime matrimonial, hein, puisque le régime matrimonial constitue le cadre légal qui définit la gestion des biens pendant le mariage et en cas de divorce, incluant la propriété des biens, les dettes et les éventuelles compensations financières. Donc les biens des conjoints sont répartis selon le régime matrimonial choisi au début de leur union, qu'il s'agisse de la communauté universelle, de la communauté légale réduite aux acquets ou du régime de la séparation des biens. Et donc en fonction de ces régimes-là, ça a un impact sur le droit de partage forcément lors de la liquidation du régime matrimonial. Mais ça, c'est comme dit, c'est plutôt de l'apanage du notaire, hein. Ensuite, en cas de cession du logement commun, chacun des ex-époux peut-il bénéficier de l'exonération relative à l'habitation principale? Alors oui, la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession est exonérée. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est encore exonéré.
Cependant, la condition tenant à l'occupation du logement à titre d'habitation principale au jour de la cession n'est pas toujours satisfaite en cas de séparation ou de divorce, notamment lorsque l'un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait alors sa résidence principale. Donc c'est pour ça que on pouvait se poser la question si celui qui partait et qui bénéficiait de la cession de la maison principale, qui ne l'était plus pour lui, pouvait encore être exonéré de cette plus-value-là ou pas. Et dans ce cas, l'administration admet que celui qui est parti puisse néanmoins bénéficier de cette exonération dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente. Précisons que la circonstance qu'il soit lui-même propriétaire du logement qu'il occupe à la date de la cession de l'ancienne résidence commune des époux n'est pas de nature à écarter le bénéfice de l'exonération. Et notons aussi que le bénéfice de l'exonération n'est en revanche subordonné à aucun délai particulier entre la date de séparation et la date de mise en vente. Ainsi, dans l'hypothèse d'une séparation en année N, celui qui est parti continuera de bénéficier de l'exonération de la plus-value sur la cession de l'ancien domicile commun dès lors que l'ex-conjoint occupant y conserve sa résidence principale, et ce jusqu'à la mise en vente du logement, que ce soit en N+1 ou en N+10. Voilà, donc c'est un bénéfice qui est acquis pour le conjoint qui quitte le domicile, enfin l'habitation principale, pour l'instant, pour le moment, puisque la plus-value est exonérée. Et dernier point que je voulais voir avec vous encore, c'est un autre point, c'est plus financier que fiscal, c'est le cas de déblocage anticipé de la participation pour les divorcés qui sont salariés et qui bénéficient d'une participation. Lorsque les droits attribués aux intéressés au titre de la participation ont été bloqués, donc avec en principe une indisponibilité de 5 ans, leurs bénéficiaires bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu. Et le divorce peut provoquer un besoin de trésorerie, c'est pourquoi le principe d'indisponibilité comporte des exceptions. Et en effet, dans les cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, le Code du travail énumère les cas de déblocage anticipé dans lesquels les droits pourront être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais normaux d'indisponibilité, sans que les salariés perdent le bénéfice des avantages fiscaux. Et donc, un des articles vise notamment le divorce, la séparation ou la dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé. Donc ça, c'est le motif qui permet de bénéficier d'un déblocage anticipé. Et cette demande de déblocage anticipé doit être faite dans les 6 mois qui suivent le divorce auprès de l'organisme qui gère la participation pour le compte de l'entreprise employeur. Et donc il faut donner les justificatifs, le jugement de divorce prévoyant la fixation de la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile, le certificat de non-appel ou de non-pourvoi ou un extrait d'acte de naissance avec mention du divorce. On rappelle aussi que les sommes issues du déblocage anticipé seront exonérées d'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant au versement, donc la participation qui a été bloquée jusqu'à 5 ans maximum, et qui est soumise aux prélèvements sociaux pour la quote-part correspondant au gain. Alors pour finir, lorsque le jugement prévoit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les 2 parents, donc le parent chez lequel, en vertu de ce jugement, l'enfant a sa résidence habituelle, peut donc bénéficier du déblocage anticipé de ses droits à participation. Toutefois, il est de plus en plus fréquent que le jugement fixe cette résidence habituelle de manière alternée, chez l'un ou chez l'autre parent, et dans cette hypothèse, le droit au déblocage anticipé peut être alors exercé par les 2 parents en même temps. Voilà pour les petites précisions. Je vois déjà qu'il est 13h59, donc j'ai été un peu long. J'avais prévu 10 minutes de questions et de réponses via le chat. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, je n'en ai pas vu qui a été noté. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez réagir pour me poser une question. Sinon, bien sûr, vous pouvez me contacter. On va vous laisser les coordonnées ici. Voilà, vous avez les coordonnées de la CECAL. Bien sûr, vous avez aussi le replay que vous pourrez trouver sur le site internet à partir de demain et sur la chaîne YouTube Cabinet CECAL. Le mois prochain, nous traiterons encore d'un autre sujet complètement différent, lié aux aspects de l'IA. Voilà. Et donc, si je ne vois pas de questions, ben écoutez, je vous remercie d'avoir été une petite vingtaine à participer à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain au niveau de l'IA, et en janvier, on traitera bien sûr de la loi de finances pour 2025. Bon après-midi à tous.
Merci, à bientôt. Au revoir. Bon après-midi.